Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On va d'abord parler d'un dossier très important, c'est l'utilisation du cellulaire et des tablettes dans les écoles et dans les domiciles en particulier. Il y a une commission qui s'est penchée là-dessus et la députée d'Iberville, Mme Audrey Boegmans, a siégé sur le comité. Et il y a déjà une première recommandation qui a été faite la semaine dernière et on va en parler avec elle. Mme Boegmans, bonjour. Bonjour. Donc, cette première recommandation, c'est un rapport intérimaire parce que le rapport final, je pense, doit sortir à la fin mai. Donc, le premier constat que vous avez fait, c'est qu'il faut sortir les cellulaires et les écrans des classes et des écoles dès la prochaine rentrée scolaire. Qu'est-ce qui a amené la commission à y aller de cette recommandation qui a été, je pense, bien accueillie par le ministre Bernard Drinville? Oui, bien, en réalité, nous autres, on a fait vraiment une tournée de consultation incroyable. C'est entre 50 et 70 personnes rencontrées, des experts, autant du milieu de la santé, de l'éducation que du milieu communautaire ou des représentants des parents. Beaucoup de mémoire aussi. Puis on a fait une tournée des écoles en tant que commission. Puis moi, j'ai fait une tournée des écoles en tant que députée aussi pour voir vraiment chez nous c'était quoi, qu'est-ce qui se passait. Et puis, je pense qu'individuellement, mais pour ma part, là, on a tous fait du chemin pendant cette consultation-là. Je pense qu'on avait toute une idée préconçue ou des choses qu'on s'attendait à voir. Puis, ça a vraiment construit l'opinion. Les experts, la réalité terrain là, nous a vraiment touchés. Puis le dernier élément aussi, c'est on a fait une consultation numérique ouverte à tous, grands-parents, parents, enfants et personnel du milieu scolaire ou éducatif. Puis on s'est rendu compte que les gens étaient pas mal au même endroit que nous. Ça a consolidé, je dirais, la décision. Donc, vous avez constaté qu'il y avait un problème, que le cellulaire et on parle des écrans aussi, là, les tablettes, ça crée un problème au niveau de la gestion dans les classes. C'est à peu près ça, là? Bien, en fait, c'est que c'est une distraction à l'enseignement. Puis on sait que c'est déjà en dehors des classes depuis un certain temps, depuis la rentrée passée, si je ne me trompe pas. Puis là, on voulait juste le sortir de l'école pour permettre plus de temps aux élèves de connecter entre eux, puis avec le personnel scolaire aussi, puis de s'impliquer dans les activités qui sont déjà organisées par l'ensemble du système scolaire. Puis on veut juste plus de participation des jeunes. Pour ma part, dans le comté, il y a 2 éléments qu'on a été témoins, je dirais, avec les maisons de jeunes ou qui nous ont été rapportés par les maisons de jeunes. C'est, entre autres, le phénomène de hashtag expose. Donc, c'est par exemple, une journée, ils vont suivre un tel, puis là, ils vont prendre des photos des avantageuses, puis ça va être l'intimidé du jour. Puis là, on a des gens qui viennent se cacher carrément à la maison des jeunes. Puis là, il y a une certaine interaction. Puis ça fait partie du quotidien de nos écoles secondaires. Puis je pense qu'il faut agir. Je ne dis pas que l'interdiction à l'école, c'est la solution à tout, mais je pense que c'est un des outils. Pourquoi on sort cette recommandation-là maintenant, puis pas en même temps que toutes les autres? C'est parce qu'il y a le temps, finalement. Donc, si on veut donner le temps au milieu d'accueillir, d'y penser, de consulter. Et si on veut que ce soit appliqué à la rentrée scolaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que la fin de l'année scolaire est un moment encore pour rencontrer les conseils de parents, conseils d'établissement, les directions, parce qu'il y a des modalités qui relèvent des écoles là, dans l'application, puis dans l'usage, puis les heures de coupure, puis comment ils vont faire. On veut quand même leur donner le temps d'en parler avant la fin de l'année scolaire. C'est pour ça qu'on est allé comme ça, mais on ne sait pas ce que M. Drainville décidera de faire avec cette nouvelle-là. C'est vraiment la vision, finalement, de... Mais il semblait quand même bien accueillir la recommandation, là. Oui. C'est ça. OK. Mais, parce que je me suis fait poser la question, l'interdire, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux gérer? Parce que, oublions le cellulaire, là, mais les écrans, les tablettes peuvent quand même servir d'outils scolaires. Oui. Est-ce qu'on y a pensé à ça? Est-ce que ça sera interdit ou on y a pensé finalement que ce n'est pas une bonne solution? On y a pensé. La première, je pense que c'est dans les 2-3 premiers paragraphes du rapport intérimaire d'ailleurs. Là, c'est bien écrit que le personnel scolaire a une certaine latitude, qu'on reconnaît leur expertise. Ensuite, que les enjeux de santé ou les enjeux particuliers, donc besoins particuliers, conditions de santé particulières. On peut penser par exemple à un enfant qui a le cancer qui doit suivre à distance et un handicap. Donc, en effet, ces enfants-là auraient droit là, à un aide numérique, là, que ce soit un portable ou une tablette pour pouvoir progresser. C'est important de le préciser parce que là, c'est ça, il y a peut-être des parents là, qui vont se sentir rassurés que c'est interdit, mais sous certaines conditions pour certaines personnes, certains genres
d'élèves. Exactement. Les tableaux interactifs dans les classes demeurent aussi. Il y a certaines choses qui ont fait leurs preuves puis qui font consensus. Puis ces items-là là, dont on discute, en effet, je pense que c'est important. Et je sais que en tout cas, le syndicat des professeurs du Haut-Richelieu, là, de la commission scolaire du centre de services scolaires ici, avait déjà laissé sous-entendre qu'ils étaient d'accord pour sortir les cellulaires des classes. Donc, c'était quand même déjà, pas intégré, mais accepté que le cellulaire devait sortir des classes de toute façon, si les professeurs étaient généralement d'accord avec cette décision-là déjà. Là. Oui, bien, je pense que le chiffre québécois, là, quand les syndicats ont consulté leurs membres enseignants, c'était 75 d'acceptation là, par rapport à une mesure comme celle-là. Puis c'est sûr que ça fait partie de la décision. En tout cas, pour ma part, là, de ce qu'on fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que même les jeunes jugeaient que c'était une bonne mesure, mais toujours pour la catégorie d'âge en dessous d'eux. Oui, oui. Donc, au primaire, le préscolaire, c'était important. Secondaire, les primaires devaient être protégés. Mais il y a quand même une compréhension d'un problème. Ouais. Puis avant d'entrer en onde, on parlait de l'exemplarité des parents, l'exemplarité des adultes aussi. Ouais. C'est sûr que ça fait partie de tout ça. La sensibilisation, l'éducation, c'est indéniable. Vraiment. Ça risque d'être plus facile. Bon, exemple, un élève de première ou deuxième année qui commence le cycle scolaire, ça peut être beaucoup plus facile pour eux de demander de ne pas utiliser d'écran ou tout ça. Mais on pense surtout aux élèves du secondaire. Est-ce que ça risque d'être plus difficile à accepter parce que c'est déjà ancré dans leurs habitudes d'utiliser un cellulaire ou un écran en classe? Bien, c'est certain que c'est un choc. Je pense que c'est un changement dans leur vie. Ça va demander une transition. Puis, dans l'esprit de la commission, c'était ça aussi l'idée de donner la fin de l'année scolaire pour pouvoir apprivoiser la nouvelle puis le changement. Maintenant, les systèmes qui existaient dans le passé sont toujours là dans nos écoles. Ouais. Le filaire, les horloges avec la vraie heure, tout ça existe encore. Le personnel est là aussi de soutien pour assurer une connexion entre les parents et les enfants en cas d'urgence ou de besoin. Puis avant les cours, après les cours, il y a quand même la possibilité d'avoir un téléphone cellulaire pour organiser le ramassage de l'enfant ou des choses comme ça. Là. C'est ça. On comprend. Mais il faut dire que ça a été un travail de longue haleine. Vous avez parlé de 70 et plus de rencontres, de mémoire. La commission a siégé combien de temps là-dessus, en tout et partout, là, pour en arriver à ces conclusions-là? On a commencé à la rentrée, cette session parlementaire-ci, donc ça. À la rentrée. Donc, je dirais... Je ne veux pas dire de folie, ça fait plusieurs mois que vous travaillez là-dessus. Plusieurs mois, oui. Oui, c'est ça. Le temps passe vite quand on est occupé. Donc, c'est une première recommandation. Les autres recommandations vont venir à la fin mai. Je sais que vous ne pouvez pas nous en dire plus. Donc, il y aura d'autres mesures qui seront prises là, pour l'utilisation du cellulaire et des écrans. Là. Oui, nous avons 9 grands thèmes. Donc, celui qu'on a sorti en rapport intérimaire, ça ne représente que 1 sur 9. Donc, certainement, là, c'est un enjeu qui est vraiment prêt à bras-le-corps. Puis, on ne le fait pas nécessairement pour être populaire auprès des jeunes. On l'a vraiment fait dans le but du développement fondamental de l'enfant. Ouais. Puis l'intérêt de l'enfant. Ouais. Puis je pense que ça, c'est vraiment transpartisan, le mur à mur. Puis c'est ce qui ressort de ça. Puis on ne pouvait pas faire autrement. En fait, ça peut être un bon outil, mais il ne faut pas en devenir dépendant. Et là, je pense que les jeunes de plus en plus, et je parle des jeunes, mais les adultes aussi, ne sont de plus en plus dépendants à l'écran. Donc, il faut essayer qu'on le soit de moins en moins. Et ça, c'est une mesure qui fait partie de ça. Ouais. Oui. Autre dossier, c'est l'abandon des travaux de l'échangeur d'autoroute 35 à Saint-Alexandre. Le maire de Saint-Alexandre est venu sur le plateau. Il souhaitait une intervention de votre part. Quelle est votre position là-dessus, votre réaction là, quand vous avez appris qu'on abandonnait les travaux de l'échangeur 35? Et quelle est votre position là-dessus? Bien, premièrement, moi, le soir même, quand je l'ai appris, il était 21h, puis j'ai texté le maire, vraiment directement, le maire de Saint-Alexandre, pour dire que dès le lendemain, j'aimerais lui parler puis que j'étais présente pour le supporter. Le lendemain, on a eu une bonne discussion, cœur à cœur, là, je dirais, très franche. Puis de toute façon, c'est le genre de relation que j'ai déjà avec les citoyens, puis avec les maires aussi qui représentent ces citoyens-là. On a rapidement mis en place une rencontre avec le conseiller de Mme Guilbeault au transport, ici, dans mon bureau de comté, avec M. le maire. Et puis, on a aussi invité la direction régionale de la Montérégie à participer à cette rencontre-là pour vraiment bien
nous entendions tous le besoin de représentation qu'il y avait là, puis bien comprendre les enjeux, puis être capable de l'adresser. Puis dans la même semaine, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec M. Barrette, qui est le maire de Saint-Alexandre, avec la vice-première ministre et la ministre des Transports là, aussi. Donc, ils ont bien entendu, puis on continue de suivre le dossier. Donc, il y a du positif à tirer. C'est un abandon, mais vous souhaitez que le dossier soit relancé dans les prochains mois, des prochaines années. Moi, tant qu'il y a une mobilisation comme ça, là, une mobilisation citoyenne, une mobilisation, je dirais même politique, parce que c'est les instances municipales, mais aussi la Chambre de commerce, la Société de développement économique, la MRC. Moi, mon travail, c'est de représenter les intérêts des gens chez nous. Fait que c'est certain que j'écoute, puis je ramène tout ce qui se passe, puis je facilite les relations pour être capable d'entendre nos besoins puis de bien répondre. C'est ça. Ça, c'est certain. Puis moi, dans mon passé, j'ai été présidente de la Chambre de commerce de l'industrie du Haut-Richelieu, puis je comprends l'importance de l'aboutissement de ce projet-là, mais aussi de l'échangeur de Saint-Alexandre. Absolument. On va rester sur l'autoroute 35 parce que, bon, ça, c'est peut-être une moins bonne nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle, on l'a appris par la voie de l'Est, c'est que la partie entre Saint-Sébastien et Saint-Armand sera opérationnelle d'ici l'automne. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour les gens qui empruntent la 35 parce que ça, on se demandait là, qu'est-ce qui arrivait avec ça, mais là, on sait là, c'est du concret. Ce sera réalisé d'ici l'automne. Exactement. C'est la phase 3 qui sera complètement ouverte. Puis ça va connecter à la 133, à cet endroit-là. Ouais. Puis je pense que c'est important de le clarifier parce qu'on a dit qu'on abandonnait la phase 4, mais ce qui en est réellement, c'est qu'à cet endroit-là, la 133, elle est déjà séparée en 2 voies bien, bien distinctes. C'est pas une route à 3 voies comme on peut voir à la hauteur de Saint-Sébastien. C'est vraiment 2 tronçons de route qui sont séparés, puis on connecte déjà là, puis ça mène directement en ligne droite là, aux douanes de Saint-Armand. Donc, on est prêt, puis ça va être absolument fonctionnel. Oui, parfait. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Et on va rester dans le transport parce que la semaine dernière, ou il y a quelques jours, vous participez à une conférence de presse, on annonçait des travaux là, pour certains chantiers, pour certaines routes de votre comté, là, surtout Henryville et Clarenceville. Ça aussi, je pense qu'il y a 11 chantiers dans la MRC du Haut-Richelieu qui seront touchés par ces annonces. Oui, absolument. C'est le pont Adams à Henryville qu'on va faire la réfection complète. Clarenceville, ça va avec la bonne nouvelle, finalement, de l'appel d'offres qui est en fait terminé, là, mais bientôt, on aura des nouvelles de ça pour passer les aqueducs, finalement, au travers le village. Fait que ça va entraîner, creuser, mais refaire la route aussi. On avait reporté ces travaux-là pour donner la chance de tout faire en même temps. Donc, on voit que c'est l'aboutissement à tous les niveaux dans ce projet-là de l'eau à Clarenceville. Et dernier dossier, on aura l'occasion de s'en parler dans 2 semaines parce que la conférence de presse a lieu ce vendredi. C'est que vous allez confirmer votre participation au défi Pierre Lavoie. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'on va vous recevoir dans 2 semaines avec une représentante ou un représentant de l'école pour en parler plus davantage. Mais peut-être nous dire pourquoi vous souhaitiez participer à ce défi Pierre Lavoie. Bien, une des premières choses qui m'a amenée à faire de la politique, c'est de vouloir m'impliquer. Comme j'ai dit, j'étais déjà impliquée à la Chambre de commerce pour les gens d'affaires, mais comme jeune mère, parce que ma plus jeune, elle avait 2-3 ans quand je me suis lancée en politique, c'était de pouvoir faire la différence pour les enfants. Puis j'avais commencé vraiment par le réseau des garderies, puis on en a fait énormément pour... c'est au-dessus de 200 places qu'on a créées depuis le début du mandat. Puis là, je trouvais de m'investir dans les écoles, ça pouvait faire une différence. Les écoles qui ont les enjeux, je dirais, les plus criants aussi chez nous, être capable de personnellement faire une différence, là, bien sûr avec mon équipe, mais je trouvais ça important, vraiment, de se mobiliser. Parce que votre attaché politique va faire partie, Mme Martin va faire partie de votre défi Pierre Lavoie, donc c'est un beau travail d'équipe. Absolument, absolument. Puis c'est une équipe de l'Assemblée nationale, donc je vais courser avec M. François Bonnardel là, dans la même équipe. Donc ça va être un grand honneur, puis on espère de pouvoir supporter finalement les enseignants et la direction dans leurs projets. De toute façon, on aura l'occasion de reparler plus en détail là, de l'engagement et de ce que ça va rapporter, ce que ça va amener pour les écoles d'ici. Merci beaucoup, Mme Bogmans, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on attend les recommandations là, à la fin mai pour savoir ce qui arrive avec les autres recommandations du rapport. Avec grand plaisir, je serai là. Merci beaucoup. On vient après la pause. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com.
Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin, 9h30, Télé Bingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Mon prochain invité est un des gagnants du 27e défi Ose entreprendre. En fait, il a remporté le prix dans la catégorie Commerce Création d'entreprise. Il s'agit de M. Patrick Blais, qui est le président des breuvages Shake Shop. M. Blais, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Bon, les gens à la maison vont se dire, OK, les breuvages Shake Shop, c'est quoi ça? Ça se peut que vous ne connaissiez pas ça parce que c'est justement création d'entreprise. Donc, vous êtes à bâtir cette entreprise. Parlez-nous-en justement de ce que c'est. Effectivement, on est une entreprise québécoise qui essaie de révolutionner l'accès là, à des breuvages fonctionnels avec l'aide de kiosques automatisés. Donc, en fait, notre but, c'est vraiment là, de pouvoir donner une offre à des clients qui sont à l'extérieur de la maison, de trouver une alternative de nutrition qui va être une meilleure alternative. Donc on parle de kiosques, ça ressemble à des machines distributrices là, qui pourraient fournir ce genre de breuvage protéiné là. Effectivement, c'est des kiosques qui sont automatisés, branchés sur le cloud, donc avec une interface visuelle vraiment moderne, qui contient à peu près 6 saveurs de boissons à l'intérieur de chacune. Bon, comment est venue l'idée? On peut pas rentrer dans les détails, mais l'idée, l'idée, c'est vraiment intéressant. Oui, l'idée, en fait, on est une famille qui aime beaucoup s'entraîner, puis en escapade à Las Vegas l'année dernière, après un entraînement dans un gym, dans un hôtel très connu, on cherchait des shakes protéinés après notre entraînement, puis on n'en trouvait justement pas nulle part. Donc, l'idée a commencé à germer de dire où est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de kiosque-là qui pourrait être disponible là, pour desservir ce genre de clientèle-là. OK. Et là, donc, l'idée est venue de là. Et là, après ça, donc, vous arrivez ici et là, vous commencez à mijoter comment vous pouvez faire ça. Là, oui, c'est exactement. Là, après ça, j'ai commencé à mijoter l'idée, puis j'ai commencé à faire la recherche partout dans le monde. Où est-ce que je pourrais trouver ce genre de kiosque, de machine-là qui pourrait répondre à ce besoin-là? Puis j'ai trouvé un fournisseur en Australie qui, lui, fabriquait, d'après moi, là, un des meilleurs kiosques qu'il n'y a pas sur le marché là, dans le monde. Donc, après plusieurs discussions, on a entamé, je dirais, au moins 3-4 grosses discussions jusqu'à temps qu'on arrive à une entente là, d'exclusivité pour la distribution des machines à grandeur du pays. Bon. Donc, on en est là. Donc, c'est pas mis en opération encore parce que vous êtes encore en développement, vous développez les marchés, mais à quoi ça va ressembler là, quand on parle de breuvage protéiné? C'est quoi exactement? Oui, en fait, les breuvages protéinés, ce qu'on peut dire, c'est des breuvages qui sont sans sucre, sans gras, qui n'ont pas de produits allergènes dedans. C'est vraiment des produits qui sont à haute protéine, à haute teneur protéinée et qui, en fait, aident à avoir une alimentation saine. Puis ça, c'est le but, là, c'est vraiment la mission de l'entreprise, c'est d'offrir une alternative là, à ce que d'habitude, quand on va manger à l'extérieur, on a faim, on va aller chercher de la nourriture qui n'est pas toujours adéquate pour nous. Donc, nous, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment cette alternative-là. Donc, ça peut être disponible autant là, dans des hôtels, dans des aéroports, on parle de centres sportifs, ainsi de suite. Là. Donc, ça va couvrir une large éventail d'endroits où on peut placer ces kiosques-là. Puis j'imagine que vous allez donner une importance au choix des produits que vous allez choisir pour faire ces boissons protéinées. Absolument, absolument. On a travaillé plusieurs mois d'ailleurs à essayer de concocter nos propres recettes, puis c'était quand même assez fastidieux et difficile. Donc, on en est venu à trouver une entente avec un partenaire canadien qui est très reconnu dans le marché, qui s'appelle Perfect Sports. Puis eux, ils ont un ensemble de produits là, qui sont capables d'introduire dans nos kiosques là, pour donner une valeur ajoutée là, à ce qu'on offre. Parce que, vous me corrigerez si je me trompe, mais il n'existe rien de tel ici. Là. Non, effectivement, on a fait la recherche, justement, puis on a recommencé à regarder, puis on voit que ça commence à émerger, là, ce type de kiosque-là. On a vu, déjà, je pense qu'il y a des gens qui ont vu des publicités par rapport à des machines qui faisaient des pizzas là, au Casino de Montréal et tout. Nous, on est plus dans un objectif de santé là, par rapport à tout ça. Puis,
c'est vraiment quelque chose de nouveau, effectivement. Bon. Ce n'est pas encore implanté, on le mentionnait, mais là, dans votre développement, là, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes sur le point d'en implanter? Vous êtes encore là, dans ce qu'on appelle la recherche et le développement du produit? Non, là, tout à fait. Là, la première phase là, de la compagnie, là, c'était de trouver, là, puisqu'on avait une entente exclusive au Canada, notre première étape, c'était de trouver des partenaires à l'ensemble du pays pour être capable de couvrir l'ensemble du territoire. Donc là, j'ai des gens fiables un peu partout là, dans le Canada pour pouvoir nous répondre aux besoins pour la distribution des kiosques et la maintenance et tout le support. Donc, on devrait être opérationnel là, d'ici les prochaines semaines. OK. Donc là, vous allez cibler, comme vous l'avez mentionné, là, les hôtels, probablement des centres commerciaux, les gyms. Les centres sportifs. En fait, là où il y a de l'achalandage pour permettre justement aux gens d'avoir accès à ce produit-là. Tout à fait. Là, je ne peux pas divulguer certaines informations qui sont confidentielles, mais il y a des endroits très stratégiques au Québec qui sont intéressés à vouloir incorporer nos kiosques dans leur commerce. On a déjà des places où on a déjà des ententes signées où on va aller placer les kiosques là, même d'ailleurs à Saint-Jean aussi. C'est ça. Parce que, bon, là, on va le dire, cette idée-là, quand même, si, avec le développement et si vous êtes connu là, au niveau national et même ailleurs, bien, on pourra dire que l'idée vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Là. Elle vient vraiment du Haut-Richelieu. Puis j'aimerais remercier d'ailleurs aussi là, le défi aux entreprendre qui nous ont permis aussi, là, autant au niveau local qu'au niveau régional, pour nous aider à donner un rayonnement là, par rapport à notre entreprise. Bien, justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que ce prix-là représente pour vous? Là, parce que c'est quand même dans une création d'entreprise, donc c'est quand même intéressant et important. Donc, on a reconnu le travail que vous faites et le produit que vous allez mettre sur le marché. Oui, effectivement. Bien, tu sais, dans un premier temps, quand tu commences un projet comme ça, on ne sait pas toujours exactement... est-ce que les gens comment vont trouver l'idée? Est-ce qu'on se pose des questions? On va-tu dans le bon chemin? Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Comment on peut avoir un rayonnement, une crédibilité? Bien, je pense qu'en ayant participé au défi aux entreprendre, ça nous a permis vraiment là, d'avoir une vitrine sur les gens, puis leur donner un peu le fait qu'on existe. Là. Est-ce que vous allez avoir un coup de pouce au niveau local et régional pour partir l'entreprise et vous développer? J'ai eu beaucoup, je dirais, de support du Centre d'aide aux entreprises qui est ici à Saint-Jean. Ouais. Donc, eux autres, ils m'ont aiguillé quand même pas mal au niveau de tout le démarchage et la création du plan d'affaires et toutes ces choses-là auxquelles on n'était comme pas nécessairement habitués. Donc, on a eu un bon support par rapport à ça là, pour nous aider. Pour revenir au produit, est-ce qu'il y a eu une étude de marché qui a été faite pour... parce qu'évidemment, avant d'implanter un nouveau produit, il faut savoir un peu si les gens seront réceptifs. Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Oui, bien, vous savez que la nutrition, hein, les gens, là, de plus en plus, on parle des jeunes d'aujourd'hui, la génération, ils cherchent à toujours avoir une plus belle apparence, à faire attention à leur alimentation. Les gens sont de plus en plus conscients de leur alimentation. Tous les produits dérivés là, de protéines sèches qu'on appelle là, de whey protein et tout ça, il y a une croissance phénoménale là, dans ce marché-là qui est en cours présentement puis qui va s'étaler encore pour les 5 à 10 prochaines années. Bon. On en parlait un peu avant l'entrevue. Vous n'êtes pas issu du milieu des affaires. Vous travaillez en informatique. Je pense que vous avez travaillé un peu dans le domaine des affaires, mais pas à cette ampleur-là, je pense. Exact. Pas que ça vous fait peur, mais avez-vous des craintes ou vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'assez confiant dans la vie, je pense? Oui, bien, je suis assez confiant parce que je pense que j'ai une bonne vision des affaires. Puis j'ai aussi quand même, je suis bien épaulé, j'ai beaucoup de gens autour de moi. J'ai mon épouse qui est là à mes côtés. J'ai mon frère Pascal aussi qui est là dans les opérations. J'ai aussi quelqu'un, Nicolas, qui est là pour l'informatique. Donc, on a une bonne équipe aussi pour les ventes. Donc, je suis bien épaulé. Puis ce qu'on dit souvent dans une entreprise, c'est qu'il ne faut pas être un capitaine. En fait, tu peux être un capitaine, mais il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Puis c'est ce que j'essaie de faire. Je
pense que c'est la première chose qui est importante, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, dans le monde du sport, on dit qu'on ne peut pas avoir un bon capitaine, mais si le vestiaire n'est pas bon, le capitaine ne sera pas bon. Alors... C'est exact, c'est exact. En terminant, bien, ce goût des affaires-là, vous l'avez toujours eu? Ou... Oui, j'ai toujours eu ça. En fait, j'ai de la famille qui a toujours été en affaires. Ça découle de mon grand-père qui a été une inspiration pour moi dans ma jeunesse. Donc, d'ailleurs, lui, il avait parti son entreprise dans un âge, je dirais, aussi avancé, là, dans la cinquantaine, comme moi. Donc, ça me fait pas peur, même que je trouve que mon expérience professionnelle m'a amené à être qui je suis. Puis je pense qu'avec tout ce que j'ai développé et les connaissances que j'ai maintenant, je suis beaucoup plus en confiance là, à aller de l'avant avec ça. Donc, on doit s'attendre à voir ces kiosques intelligents là, de breuvages protéinés très bientôt. Là. Oui, très bientôt. J'ai très hâte là, de voir la résultante de ces premières phases-là. Mais je pense que dans les prochaines années, on va avoir une plus belle croissance. Là. On vise une 50aine de machines d'ici la fin de l'année, 200 machines en 2026, 500 machines en 2027. Puis par la suite, on verra. Mais on a beaucoup d'espoir sur notre mission. Monsieur Blais, merci infiniment de votre visite. Bravo pour cette récompense là, aux défis aux entreprendre. Et puis, bonne chance dans votre entreprise qui commencera bientôt. Merci beaucoup. Merci, on vient après la pause. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. En terminant, je vous mentionne qu'il y aura un point de presse lundi prochain, 5 mai, où l'équipe du service des infrastructures de la Ville et de la gestion des eaux va présenter les grands chantiers de l'année 2025. Nous allons d'ailleurs recevoir un représentant de la Ville dans la semaine du 12 mai pour nous en parler. Et je fais aussi un petit rappel afin que vous participiez à la semaine de vélo pour l'organisme Cyclo Nord-Sud. L'activité va se tenir les 22 mai de 16h à 18h et le 24 mai de 10h à 13h à l'école secondaire Marcelin-Champagnat, ainsi que le 25 mai de 10h à 13h au Pasquier. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, au revoir, à la prochaine.